plus simple. Donc on va reprendre maintenant sur la table ronde sur à la fois les démocraties, l'open data, l'utilisation du numérique dans le cadre d'un sujet qui tourne finalement autour des libertés fondamentales aussi. Et donc ça fait beaucoup de choses en fait, hein, mais c'est peut-être, si on devait le résumer, c'est peut-être le numérique pour une démocratie nouvelle, une démocratie différente, avec à la fois les risques qu'on y voit et toutes les opportunités que l'on pressent. Voilà, et c'est Benoît qui est membre du Conseil national du numérique qui va animer cette session. Je te laisse présenter tout le monde, Benoît. Ok, mais merci beaucoup déjà d'avoir organisé cette table ronde, puisqu'effectivement souvent quand on parle EBG, il y a le terme business dedans, et c'est vrai qu'on se dit, mais effectivement on oublie peut-être un pan quand même important du numérique, qui est toute la partie démocratie, open data et autres, et c'est vrai que c'est un peu l'intérêt de cette table ronde, essayer de dresser un peu un panorama dans l'optique du grand événement qu'on aura en 2012, que sont les élections présidentielles, et voir finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, toute la réflexion que l'on a aussi bien sur le thème générique de l'e-démocratie, mais également de l'open data, des questions de liberté publique, identité, etc. Et donc pour parler de tous ces sujets, je pense qu'on a quand même un beau panel. On a effectivement Sandrine Bélier, qui est députée européenne de Europe Écologie. Alors Europe Écologie Les Verts, c'est ça, hein, pour être précis ? Maintenant, oui. Lionel Tardy, qui est sans doute l'un des premiers tweetos députés de France, député de la Haute-Savoie, et effectivement, qui encore hier, hier soir et même ce matin tôt, était en plein milieu des débats parlementaires, a travaillé encore en faveur du numérique. Séverin Naudet, Séverin avoir été chez Dailymotion en tant que vice-président, conseiller au cabinet du Premier ministre et maintenant directeur d'État Lab. Alors vous parlerez vraiment d'État Lab parce qu'effectivement, quelquefois on ne sait pas trop ce qui se cache derrière, excusez-moi. Et en deux mots, c'est l'établissement qui est en charge de toute la libéralisation des données publiques de l'État. On aura également autour de la table Benjamin Hogg Tabanou, qui est un des cofondateurs du collectif Regard Citoyen, avec le fameux nosdéputés.fr, nossénateurs.fr, peut-être bientôt un nosministres.fr, je ne sais pas, ça serait intéressant peut-être, et effectivement aussi Mélanie Dulandrené, qui est chargée de recherche à l'Institut des sciences et de communication et qui est responsable juridique de Creative Commons France, et qui a été une des nombreuses personnes qui a traduit justement la licence Creative Commons en français, et cofondatrice de Communia. Et donc effectivement, pour attaquer directement dans le vif, je vais passer la parole à Sandrine Bélier, pour essayer un petit peu de voir quelle est votre opinion justement sur toutes ces questions, e-démocratie, open data. Est-ce qu'on peut lier l'ensemble ? Comment vous voyez ce beau sujet ? Je vous remercie. Je voulais d'abord vous remercier pour l'organisation de ce débat citoyen sur ces questions d'Internet, parce que je pense qu'en effet, ce débat et les idées qu'il porte et les idées de changement et de pratique sera essentiel et très très important dans le cadre des échéances électorales qui s'annoncent. Donc merci encore. Et puis donc je débute ce débat. Moi, ce que j'ai trouvé, je voulais aussi et tout de suite vous remercier d'avoir associé ces différents thèmes que sont l'e-démocratie, l'open data et l'identité numérique, parce que je pense ce ne sont pas des thèmes que l'on est en capacité et qu'il faut traiter de façon indépendante, mais qu'ils sont bien interdépendants les uns des autres et nous appellent à une seule et même question, qui est justement cette question de la participation, de l'espace, de ce nouvel espace, comment on gère, comment on s'inscrit, comment on participe à la politique notamment dans ce nouvel espace qui est Internet. Donc c'est pour moi très très difficile de vous parler soit d'e-démocratie, soit d'open data, soit d'identité numérique, puisque comme je vous le disais, ça ne recoupe une seule et même question. Alors je voulais commencer par exposer, comme ça ce sera fait, nos positions sur le sujet, la position des écologistes, qui pourrait se résumer par deux
deux grands éléments sur le dit sujet. Nous pensons que nous devons d'abord garantir la neutralité du net, les droits fondamentaux des citoyens, leur respect à la vie privée, tant le respect de la vie privée doit être assuré tant par les institutions publiques que par les opérateurs privés. Et ça, c'est une articulation à trouver. Je pense qu'elle fera l'objet de nos discussions dans le cadre de ce débat. Leur liberté d'expression également dans le cadre des usages Internet, en rejetant, bien entendu, comme ça se sera dit, toute mesure de mouchard, de filtrage et de blocage. Et pour nous, c'est la garantie aujourd'hui d'un Internet libre et ouvert. Et j'y reviendrai si je le peux, ce concept de liberté et d'Internet libre, je crois qu'il doit aussi être indissociable de la question de l'égalité de traitement, et qui aujourd'hui fait un petit peu défaut, notamment dans l'approche telle qu'on la vit, l'approche politique de la réglementation d'Internet qui aujourd'hui s'oriente davantage vers des mesures répressives qui ne fixent qu'une seule catégorie de la population et qui de fait remettent en question les potentiels d'Internet en tant qu'espace démocratique et remettent aussi en question et en danger un certain nombre de nos libertés fondamentales telles que j'ai pu les énoncer. Et à titre d'exemple, bien entendu, la loi Hadopi, la loi LOPSI pour la France, mais on pourrait également évoquer aujourd'hui à l'échelle internationale, et notamment qu'on a traité à l'échelle de l'Union européenne, qui est le traité ACTA, le traité anti-contrefaçon. Ceci étant dit, deuxième élément, nous pensons que nous devons parallèlement à cette garantie des droits fondamentaux, développer la transparence de l'État et la participation des citoyens. Vous savez que c'est au cœur du projet des écologistes, le développement de la concertation, de l'association de la population au processus décisionnel. Il y a un certain nombre d'outils, on ne va pas se le cacher, qui existent avant Internet. Et il est évident qu'aujourd'hui, Internet constitue un nouvel outil qui permet d'aller plus loin. Mais je le dis aussi et dès maintenant, ça n'est pas l'outil qui fera la démocratie, ça n'est pas l'outil qui fera la participation des citoyens, mais bel et bien la volonté politique, la manière dont les responsables, les élus useront de ce nouvel espace pour diffuser un certain nombre d'informations, mais en les rendant lisibles, en permettant l'interactivité, etc. Donc, et pour dire les choses, on a, je pense, une plateforme et une véritable opportunité de redynamiser la démocratie, mais tout dépend de l'usage qu'on en fera, et ça ne se fera pas sans une volonté claire et affichée d'en faire un véritable outil démocratique. J'aurais aimé aller dans le détail, mais je pense qu'on y viendra pendant le débat. Je voulais simplement, de fait, conclure sur une idée qui nous paraît aujourd'hui, dans l'approche qu'on peut avoir d'Internet. J'évoquais que le fait de véritablement considérer Internet comme un nouvel espace démocratique suppose une volonté politique. Ça suppose de fait de définir les règles, de les préciser, ces règles d'exercice. Je pense que ça suppose d'assurer à chacun, sans distinction de traitement, les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et aujourd'hui, si nous nous opposons à Hadopi et à LOPSI, ce n'est pas une position dogmatique, c'est véritablement parce que dans la méthode et dans cette approche d'Internet, on considère que les enjeux sont trop importants, notamment en termes de liberté publique, pour ne pas assurer cette égalité de traitement et pour ne pas engager une vraie réflexion globale qui pourrait être celle on qualifie ça d'une charte des droits fondamentaux Internet qui définirait les droits et obligations, qui permettrait de préciser, donc que ce soit pour l'usage commercial, l'usage privé, l'usage public, la manière dont on est en capacité d'assurer donc à la fois la protection des citoyens, mais pas seulement contre les actes illégaux, la protection des citoyens aussi dans le respect de leur vie privée et une chose très très importante, la protection de leurs données personnelles de manière à ce qu'elles ne soient pas abusivement utilisées tant par les sphères publiques que potentiellement par des sphères commerciales. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez déjà dressé un bon panorama. À un moment, vous disiez il faut définir un peu les règles, de voir comment un petit peu justement Internet perturbe ou améliore la vie politique. Hein. On parlera effectivement d'open data beaucoup autour de cette table ronde. Il y a un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir finalement comment
Internet est aussi appréhendé par les parlementaires dans leur usage de tous les jours. En introduction, je disais que Lionel Tardy était un des premiers tweetos de France qui passait beaucoup de temps à tweeter, même dans l'hémicycle. Je ne sais pas si c'est vraiment autorisé, mais en tout cas, vous êtes sans doute un des députés qui a démontré qu'on pouvait allier assez facilement vie politique, numérique, et justement de pouvoir aussi, en quelque sorte, prendre appui sur le numérique pour construire une argumentation et effectivement ne pas avoir cette séparation qu'on peut quelquefois imaginer entre le monde politique qui serait complètement séparé de la vie numérique. Et je pense qu'hier a été un très très bon exemple. Peut-être que vous pouvez nous en parler justement. Oui, je vais parvenir sur la net neutralité. On l'a abordé dans une autre table ronde. Moi, je me tiendrai au volet e-démocratie, qui pour moi est un sujet très important. Comme tous les parlementaires, comme tous les élus, j'ai au départ utilisé les outils informatiques pour rendre compte de mon activité, puisque je passais énormément de temps à Paris, et comme vous le savez, un député est élu en local pour siéger au national, donc il faut expliquer ce qu'on fait. Au début, et de par ma campagne électorale en 2007, donc j'ai énormément investi sur les outils informatiques, mais au départ, c'était essentiellement pour pousser de l'information, voilà ce que je fais, voilà les textes sur lesquels on travaille. Donc ça fonctionnait très bien, mais à un moment donné, j'ai souhaité aller au-delà, puisque je me suis rendu compte, en arrivant en 2007 à l'Assemblée, qu'il y avait beaucoup de choses, entre guillemets, qui ne fonctionnaient pas, puisque quand on arrive à l'Assemblée, un député, par définition, il est censé siéger de façon permanente dans une seule commission, alors qu'on avait 6 commissions à l'Assemblée nationale, 8 maintenant, puisqu'il y en a 2 qui ont été dédoublées. Et il y avait un certain nombre de fonctionnements qui ne m'allaient pas. C'est-à-dire que moi, j'appartenais à la commission des affaires économiques, donc grosso modo, c'était de dire, tu es à la commission des affaires économiques, en dehors de l'hémicycle, c'est la seule émission où tu as un droit de vote, donc tu t'attelles au sujet économique, la commission des lois, c'est pas pour toi, la commission des finances, c'est pas pour toi, la commission des affaires culturelles, on en parlera après, c'est pas pour toi, et tout se passera bien. Grosso modo, c'était ça. Donc, très rapidement, ça me gênait, puisque je suis contre le cumul des mandats, et donc j'avais que ce mandat de député, donc c'était un peu frustrant, parce que si une semaine, la commission des affaires économiques ne se réunissait pas, dans l'absolu, qu'est-ce que je fais Voilà, bonne question. Donc, c'est de là où j'ai commencé un petit peu à participer aux travaux des autres commissions qui m'intéressaient. Sur des sujets, pensez bien que la commission des lois, il y avait plein d'avocats, plein de juristes, etc. Moi, j'arrivais avec ma casquette de chef d'entrepreneur dans le civil. Je ne pouvais pas aborder et déposer des amendements comme ça au pied levé parce que c'est relativement technique. Donc, c'est là où j'ai commencé à me servir des outils informatiques. Alors, notamment, il y a eu l'avènement de Twitter entre-temps, qui m'a permis réellement d'établir un lien avec les internautes, et notamment, ça je crois que c'est important, tous les gens qui n'ont pas accès à l'Assemblée nationale, parce que ça aussi, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, vous avez des groupes de lobbying, vous avez tout un tas de groupes qui ont des chargés des relations avec le Parlement, donc qui sont là en permanence pour nous dire tout ce qu'il faut voter, tout ce qu'il ne faut pas voter, c'est très bien. Tous ces gens-là vont voir tous les députés, et généralement, ça génère des amendements qui sont tous identiques, qui sont co-signés par 70 députés et qui, honnêtement, n'ont aucun intérêt, puisque de toute façon, au final, un seul député le défendra. Donc, en termes de plus-value parlementaire, voilà, le député lambda, il apporte strictement rien. Donc, moi, mon but, ça a été de chercher tous les gens qui ont plein d'idées sur des textes, parce que généralement, c'est du terrain que viennent les meilleures idées. C'est des acteurs qui réellement sont impliqués au quotidien, et de leur dire, écoutez, modestement, je suis constamment à l'Assemblée, je ne suis pas spécialement godillot, donc s'il y a quelque chose à dire au niveau du gouvernement sur un texte ou s'il faut prendre un parti de ministre, je le ferai. Et puis si c'est le vendredi soir, je serai là. Et je crois que la sauce a pris, et effectivement, ça me permet, sur des textes dont je ne suis pas spécialiste, sur des textes qui ne sont pas portés par ma commission, la commission des affaires économiques, de pouvoir intervenir, de pouvoir être pertinent et de poser de vraies questions. Je prends l'exemple hier soir symptomatique du texte sur la copie privée. Moi, je trouve quand même assez extraordinaire, et des députés de la commission l'ont dit hier soir, texte sur la copie privée, donc qui est porté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. 50 amendements déposés, j'en ai déposé 38 avec mon collègue Jean-Dionys Duséjour. C'est quand même assez paradoxal, mais de tous les amendements, il n'y en avait aucun de la commission. C'est-à-dire que c'est des membres de la commission des affaires économiques qui avaient déposé des amendements, qui les ont défendus en commission où ils n'avaient pas de droit de vote, ce qui est quand même extraordinaire, et qui derrière ont refait le travail dans l'hémicycle pour poser un certain nombre de questions par rapport à ce projet de loi. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment de l'e-démocratie.
Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous avez mis en place les outils, derrière, il y a du retour. Il y a un tas de gens qui nous sollicitent sur différents projets de loi. Il y en a plein qui arrivent. Ça y est, on a à nouveau plein d'amendements la semaine prochaine sur d'autres textes, notamment sur le projet de loi de finances rectificative, etc. Mais tout ça, je vous rassure, tous les amendements, je ne les fais pas tous, autrement il faudrait que j'y passe nuit et jour. On a mis en place un réseau qui réellement pose des questions pertinentes. Et voilà, il n'y a pas mieux, effectivement, que d'avoir cette relation-là, d'apporter une plus-value et surtout d'apporter des réponses aux gens qui, très souvent, ces gens-là, ils font ce travail sur leur temps personnel. Ils ne sont pas dans des cabinets, ils ne sont pas là pour faire ça toute la journée. Ils font ça sur leur temps personnel et moi je dis que c'est remarquable et nous on se doit élus justement de porter ces valeurs-là et de porter leurs demandes dans l'hémicycle et de les défendre et de ne pas retirer nos amendements pour que réellement ils aient une réponse officielle du ministre par rapport à telle ou telle question. Alors ça peut être des amendements, ça peut être aussi des questions écrites. Après, le support législatif, on le fait en fonction des textes qui arrivent. On a beaucoup de questions qui n'ont pas de support à venir. On pose une question écrite et derrière, alors que normalement, toutes les questions écrites devraient être posées par le député de leur circonscription. Là aussi, ils le chantent et ils viennent nous solliciter directement alors que c'est des gens de Toulouse, des gens de Bretagne. Alors que moi, je suis originaire de la Haute-Savoie et que ma circonscription est en Haute-Savoie. Donc, voilà, quand on arrive à ça, je pense c'est déjà pas mal et on va continuer dans ce sens-là. En fait, vous êtes en train de devenir une sorte de député en créant une nouvelle circonscription qui est la circonscription des Français de Twitter. Et donc de représenter finalement cette voix-là et de la porter. Dans la série, effectivement, également de la transparence, on parle beaucoup d'open data. Donc là, je me tourne naturellement vers Séverin Naudet, puisque effectivement, j'allais dire que c'est vous qui êtes au cœur aujourd'hui de cette politique d'open data pour la France. Etalab, en quelques mots, c'est quoi ? Parce qu'effectivement, peut-être que des gens ne savent pas encore tout ce projet-là, qui est un projet structurant quand même pour la France. Moi, j'en parlais récemment, je disais que pour moi, c'est une lame de fond, finalement. C'est une vraie lame de fond qui est en train de se produire avec cette politique d'ouverture des données. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous parler surtout des futurs projets qui sont en train de se dessiner ? Oui, d'abord, merci de m'avoir invité. Juste, vous allez m'en vouloir, mais d'un mot, parce que j'écoutais vos débats tout à l'heure sur mon ordinateur dans mon bureau, et j'entendais Fleur Pellerin dire on a 700 sites internet de l'État, ça manque d'efficacité et on pourrait faire des économies. Alors je voudrais la rassurer, parce qu'on avait 700 sites internet de l'État au début du quinquennat, et on en aura 60 à la fin de l'année. Donc le boulot, il a été fait. De ce point de vue-là. Etalab, c'est la mission qui a été créée au début de l'année pour permettre l'ouverture la plus large possible de l'ensemble des données publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un texte en France qui permet à tout un chacun de demander à avoir accès à ce qu'on appelle les documents administratifs. Mais ça, c'est relativement peu adapté à la société de l'information dans laquelle nous sommes, où chacun doit pouvoir avoir accès en ligne rapidement et pouvoir réutiliser l'information. Il s'agit plus simplement d'avoir accès aux documents, ce qui est un élément de transparence et de démocratie absolument indispensable, mais il s'agit de permettre à tout le monde, à tous les citoyens, d'avoir accès à l'ensemble des données de base d'un État, de l'administration, de l'ensemble des institutions, sur Internet, dans des formats facilement accessibles et réutilisables. C'est évidemment un acte de transparence extrêmement important. C'est de permettre à chacun de connaître le budget d'un État, d'une institution, d'une collectivité territoriale, ses dépenses, ses recettes, de connaître l'ensemble des données de gestion, de fonctionnement. C'est aussi permettre, et on y reviendra, de créer une économie, ce que j'appelle les gains économiques de la transparence. Ce sont tous les services qui pourront être fabriqués à partir de l'ensemble des données publiques, mais pas seulement. C'est l'avènement de la création d'une grande place de marché globale des données qui réunit les données de l'État, les données des collectivités et les données des entreprises privées. La transparence, je crois que c'est un élément
essentiel du débat de l'élection présidentielle, certainement, de la période dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous entrons, parce qu'on sent bien qu'il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance des citoyens qui disent régulièrement aux politiques qu'ils n'ont pas confiance dans sa capacité à régler les problèmes, dans sa capacité à comprendre quelles sont ses difficultés. Et puis, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à mon sens, il y a une perte de confiance des citoyens dans la légitimité, le fonctionnement, voire la légitimité des institutions. Il faut donc replacer le citoyen au centre de la décision, au centre de la gouvernance. Internet a créé de nouveaux usages et ces nouveaux usages ont augmenté les exigences des citoyens et notamment cette exigence de transparence et doit nous amener à réfléchir à une nouvelle gouvernance et à adapter le fonctionnement des États et de nos institutions. L'open data, de ce point de vue, l'ouverture, ce terme générique d'ouverture des données publiques, c'est l'accès et la réutilisation des données publiques, est, de mon point de vue, un outil extrêmement puissant, un levier puissant pour recréer cette confiance et replacer le citoyen au centre de la décision. Le deuxième pilier, c'est finalement l'effet induit de l'ouverture des données publiques, c'est cette formidable richesse, cette création d'activités qui est possible à partir de l'utilisation de ces données. Je donne un exemple qui est une des premières villes au monde à avoir rendu accessibles ces données, ces informations publiques. C'était la ville de Washington, dont l'initiateur avait ensuite été nommé CEO par Barack Obama, qui a fait de l'open data un des fondamentaux de son mode de gouvernance, qui au bout de 30 jours d'accès aux données publiques, on a vu 50 services de proximité fabriqués par les entreprises, les développeurs et les startups, pour l'équivalent de 3 millions de dollars d'investissement. Quand la ville de Rennes l'a fait, un peu plus proche de nous, on a vu aussi très très vite une cinquantaine de services de proximité utiles fabriqués, et donc une création d'activités extrêmement riche. Je crois qu'aujourd'hui, la Commission européenne, qui avait agrégé un certain nombre d'études en 2006, évaluait à l'époque à 27 milliards d'euros l'impact économique et social de la réutilisation des données publiques dans l'Union européenne par an. Et aujourd'hui, la dernière étude, ou la réévaluation de cette étude, la porte plutôt entre 100 et 150 milliards d'euros. Voilà. Donc on est face à effectivement dans un bouleversement assez profond du monde dans lequel on vit face à la société de l'information, à une promesse assez extraordinaire qui est celle de pouvoir, grâce à cet outil et grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir rendre des comptes aux citoyens, de permettre à tout le monde l'évaluation des politiques publiques, donc a priori de contribuer fortement à les rendre plus efficaces. Beaucoup d'études montrent aujourd'hui que plus on rend transparent le fonctionnement, la gestion des institutions publiques, plus on les rend efficaces. Aux États-Unis, beaucoup d'études ont montré notamment que la qualité des soins pouvait s'améliorer nettement dans les hôpitaux si l'ensemble des données de fonctionnement, de résultats, de gestion étaient rendues publiques. Et puis, cette formidable opportunité qui est de permettre aux entreprises
aux associations, à l'ensemble de l'écosystème, de fabriquer, de développer énormément de services de proximité utiles, au-delà bien sûr de la réutilisation qui est liée au premier pilier que j'évoquais, qui est celui de la transparence. C'est par exemple Where Does My Money Go britannique, qui est une organisation non gouvernementale qui a fait une data visualisation de l'utilisation du budget du Royaume-Uni. Au-delà de ça, de services de proximité utiles aux usagers au quotidien. Une question juste avant, pour rebondir un peu aussi sur ce qui nous apparaît à arriver par tweet. Une des questions qui était posée, on disait, est-ce que finalement Open Data, c'est pas un Facebook de l'État ? Non, je ne crois pas qu'il y ait... Non, c'est pas un réseau social, l'open data. C'est de retrouver à un seul endroit l'ensemble des données qui vous permettent de comprendre la gestion, le fonctionnement, d'évaluer la gestion, de comprendre le fonctionnement d'une institution. Alors pardon, j'ai peut-être pas été assez... concret, c'est donc le budget d'une institution, ses recettes, ses dépenses, c'est les mesures de l'environnement, les mesures de la qualité de l'air, les mesures de la qualité de l'eau, c'est les données géographiques de nos services publics, c'est les effectifs de nos services publics, c'est les mesures de performance de nos institutions et de nos services publics. Donc vous l'avez bien compris, ça permet évidemment d'en évaluer la qualité ou le fonctionnement, et puis si ensuite les développeurs, les entrepreneurs commencent à agréger, à combiner les données entre elles, c'est l'application qui vous permet de trouver le matin votre borne de vélo avec des vélos disponibles, de calculer un itinéraire en allant d'un point A à un point B, en utilisant les pistes cyclables municipales et en évitant les zones dangereuses parce où il y a eu des accidents, parce qu'on a compilé les zones d'accidents. Ça, c'est les données sur l'accidentologie, les données géographiques sur les pistes cyclables municipales. Voilà, c'est des services très pratiques comme ça qui peuvent être utilisés au quotidien. C'est AirText, par exemple, qui, quand vous vous êtes enregistré, avait programmé un certain nombre d'alertes, vous permettent, si vous avez des enfants en bas âge, quelqu'un qui est asthmatique, d'avoir en combinant les mesures de qualité de l'air, le déplacement des pollens allergènes, etc., de recevoir des alertes sur la qualité de l'air dans une zone urbaine et éviter tel ou tel endroit à un moment de la journée pour éviter d'avoir une crise d'asthme. Voilà, ça c'est les applications extrêmement concrètes de l'open data. Ok. Un mot, Sandrine ? Oui, j'aurais eu une question parce que tout système, moi, me paraît, j'ai presque envie de dire, normal. Comme je le disais, Internet est un nouvel outil. L'accès aux documents administratifs, ça faut le rappeler, date de 1979. Donc la nécessité de 78, la nécessité de transparence, elle n'est pas nouvelle. Et je voulais réinsister sur le fait de cette question de la volonté politique, parce que c'est pas parce qu'on met davantage de documents à l'accès des citoyens que ça implique nécessairement que celui-ci soit davantage entendu et associé au processus décisionnel. Qu'on dise quand même les choses, qu'on les dise clairement et en toute honnêteté. Moi, la question que je me posais, puisqu'on parlait justement, j'évoquais, vous savez, ces droits, devoirs et obligations. Là, du coup, ce que vous nous présentez a l'avantage de nous dire qu'il y a un outil qui existe. Mais aujourd'hui, si une collectivité territoriale ou même l'autorité publique refuse à un citoyen la communication d'un document, en quoi ce nouveau système vient améliorer? Est-ce qu'il y a des dispositions législatives aujourd'hui qui viennent obliger à mettre toutes les données dans ce système en accès libre, ou est-ce que finalement on est politiquement et de façon législative dans la même situation que celle qu'on connaissait préalablement du cadre de 78, et donc
l'État, les collectivités mettent à disposition les documents qu'elles ont bien envie de mettre à disposition, et dans le cas contraire, le citoyen est encore obligé de recourir aux procédures de la commission d'accès aux documents administratifs, etc. Et de fait, sur la citoyenneté, ça ne change rien. Bon, alors d'abord, je vous remercie. Je crois que j'ai l'impression d'être honnête dans la manière dont je vous présente les choses. Donc oui, je dis les choses avec honnêteté. Ensuite, vous parlez de volonté politique. Ça en est l'illustration. Faire la transparence, c'est une question de courage. Et je serais d'ailleurs extrêmement heureux que l'ensemble des collectivités territoriales dans ce pays rejoignent ce mouvement, comme certaines l'ont déjà fait, et rejoignent l'État dans cette volonté de faire la transparence et de permettre aux citoyens d'avoir accès à l'ensemble des données qui permettent d'évaluer les politiques publiques. On peut penser par exemple au sujet de l'endettement ou de la dépense. Donc moi, j'encourage les collectivités territoriales à faire, je vais répondre à l'ensemble de vos questions, à faire de l'open data sur le niveau d'endettement des collectivités et sur les dépenses aujourd'hui des collectivités. Donc ça, il y a une question, c'est une volonté politique ambitieuse aujourd'hui. C'est pas simplement la création d'un outil, c'est une politique qui est accompagnée par un outil. Ça s'appelle volonté d'ouverture du gouvernement pour faire la transparence, quels que soient d'ailleurs les chiffres que l'on pourra trouver sur data.gouv.fr et quels que soient les résultats. Donc, s'agissant du texte dont vous parlez, qui est donc la loi de 78 sur l'accès aux documents administratifs, qui a été modifiée en 2005 après la transposition de la directive européenne qui s'appelle Public Sector Information, qui a créé un droit, qui est le droit à la réutilisation. L'État et les collectivités ne mettent pas à disposition ce qu'elles ont envie de mettre à disposition. Le citoyen aujourd'hui a un droit qui est celui de l'accès et en plus celui de la réutilisation. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, l'État et les collectivités n'avaient pas mis en place les moyens permettant cette réutilisation large et massive, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est ce que nous allons faire, puisque quand on mettra en ligne data.gouv.fr dans quelques jours, ça va permettre justement cette réutilisation, parce que les gens vont pouvoir trouver à un point identifié, unique, facile d'accès, l'ensemble des données publiques, dans un premier temps une première moisson de données publiques et à terme l'ensemble des données publiques, et j'espère que les collectivités territoriales feront toutes la même chose, parce que comme ça on aura un panorama global du fonctionnement de la France. Donc ça, c'est une véritable volonté publique et politique, politique, et une ambition politique, et c'est courageux. Sur le dernier point, vous avez raison. Vous sentez un frein là-dessus quand vous dites j'aimerais que pour la traduction, c'est que vous sentez un frein des collectivités locales et territoriales. Non, je ne sens pas un frein des collectivités locales. J'ai pas vu toutes les collectivités territoriales aujourd'hui annoncer qu'elles allaient se lancer dans une politique ambitieuse d'ouverture des données publiques. Donc c'est un frein à la libération des données. J'essaye de traduire. Si demain, je pense, vous l'interprétez. Je finis sur le dernier point. Je vais poser la question plus simplement. Non, je finis sur votre dernier point. On a Adopi. Pour que les choses soient claires. Donc on a des obligations et en cas de non-respect de ces obligations, aujourd'hui, des sanctions. Est-ce qu'il est prévu un texte de loi qui oblige l'ensemble des collectivités territoriales et l'ensemble des institutions publiques à mettre sur Internet un certain nombre de données, et dans le cas où elles ne le feraient pas, elles seraient de fait sanctionnables ou sanctionnées? Alors, vous savez que les collectivités territoriales, vous savez que l'État ne dit pas aux collectivités territoriales ce qu'elles doivent faire. Elles ont une autonomie de gestion et de décision. Le texte aujourd'hui n'oblige pas
les collectivités, ni l'État d'ailleurs, à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire faire une plateforme d'open data. Vous avez raison probablement. Demain, il y a une révision de la directive qui arrive bientôt, qui a été accélérée par la Commission européenne. Il y aura donc un débat public, il y aura un débat parlementaire. Je pense que ça aura lieu dans le courant de l'année prochaine, plutôt dans la deuxième partie de l'année, donc après les échéances dont on parle. Il y aura probablement des avancées, et là je me tourne vers les parlementaires, importantes à faire de ce point de vue-là, parce que le texte qui a été adopté, et vous avez raison de ce point de vue en 2005, n'était pas tout à fait adapté à la société de l'information dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les outils n'étaient pas les mêmes, ne permettaient pas de faire exactement la même chose, et donc il y a un décalage aujourd'hui entre la réalité législative et ce qu'on peut faire techniquement, et l'ambition qui est celle du gouvernement aujourd'hui, et qui, j'espère, sera celle de l'ensemble des collectivités. Donc il y a probablement un certain nombre d'initiatives à prendre de ce point de vue, et je pense que d'ailleurs on sera amené à faire un certain nombre de propositions. Oui. En deux mots, parce que j'aimerais aussi, justement parce qu'on parle de courage, peut-être avant, je vais vous couper la parole, j'ai l'impression d'être le président de qui présidait hier l'Assemblée nationale, qui vous coupait la parole de temps en temps, parce qu'effectivement on parlait quand même de courage en matière de démocratie, peut-être d'abord voir un peu justement le collectif Regard Citoyen, parce que vous avez numérisé des lobbyistes. Ça, c'est quand même une vraie preuve de courage. Je sais, j'en ai fait partie. Des personnes numérisées. Vous avez fait nos députés, vous avez fait nos sénateurs. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait d'abord une volonté de l'État de diffuser des données. Vous, citoyens, finalement, vous avez décidé de les utiliser. Alors pourquoi cette volonté, finalement, vous, côté citoyen, de réappréhender les données publiques qu'on vous avait finalement mis à disposition ? Alors, initialement, c'est pas exactement ça, en fait, parce que les données qu'on utilise, en fait, pour la plupart, n'ont jamais été mises à disposition par l'État, justement. Regard Citoyen, en fait, c'est l'histoire à la base de 4 personnes intéressées par le numérique qui ont suivi de près, justement, les débats à l'Assemblée nationale et se sont aperçus qu'il y avait la possibilité déjà d'essayer de dialoguer avec les élus pour apporter des arguments, la possibilité de consulter leur travail. Le site de l'Assemblée nationale comme celui du Sénat sont d'une richesse infinie. Il y a quasiment toutes les informations utiles, à l'exception des votes, malheureusement. On ne peut pas savoir ce qu'a voté un parlementaire à l'heure actuelle. Mais il y a énormément d'informations et on s'est dit qu'il était possible de les réutiliser avec nos compétences techniques pour essayer de les rendre plus accessibles aux citoyens et justement essayer d'établir un nouveau dialogue entre les élus et les représentants, entre les élus et les citoyens. Donc l'idée, c'était effectivement de récupérer toutes ces informations avec des petits robots qu'on a conçus qui vont fouiller le site de l'Assemblée quotidiennement et qui vont en extraire les informations, les remettre en forme dans une base de données et les représenter sous une forme plus accessible. Et ainsi permettre, par exemple, déjà savoir qui est son député. C'est quelque chose qui paraît assez banal, mais pourtant je suis sûr que dans la salle, il y a plein de gens qui ne savent pas qui est leur député. Et quand on va sur le site de l'Assemblée, on ne peut pas trop savoir comment trouver son député. Là, avec nosdéputés.fr, vous tapez votre code postal ou le nom de votre ville et vous allez trouver immédiatement votre député et voir avec un graphe d'activité son travail parlementaire à l'Assemblée nationale au cours de l'année écoulée. Un nuage de mots-clés qui vous permet de savoir quelle est son expertise, quels sont les sujets qui l'intéressent vraiment et sur lesquels il aime intervenir, et ainsi pouvoir retrouver des députés qui vous intéressent et éventuellement prendre contact avec eux et aller commenter sur le fond chacun de leurs travaux, les questions, les amendements, les interventions, pour essayer peut-être de créer une forme d'e-démocratie et de dialogue avec les élus. À notre connaissance, à l'heure actuelle, il n'y a aucun député malheureusement qui a répondu à des commentaires. Pourtant, il y en a d'une très grande richesse. On en est à, je crois, 2000 commentaires différents sur l'activité des élus depuis 2007. Et on espère justement que les élus pourraient se saisir de ces outils d'e-démocratie pour justement engager le dialogue. Alors, notre regard citoyen, ce n'est pas que nos députés. On a effectivement élargi l'observation parlementaire au Sénat avec nossénateurs.fr qui est sorti récemment. On a aussi fait une étude du redécoupage électoral où on a essayé de réutiliser pour le coup les résultats électoraux, bureau de vote par bureau de vote des élections législatives pour essayer de les retracer sur la nouvelle carte des circonscriptions qui arrivera en 2012 et essayer d'évaluer dans quelle mesure ce redécoupage était juste politiquement et s'il y avait un impact politique à ce redécoupage. Benoît l'a évoqué, on a aussi fait une étude avec Transparence Internationale France où on a été fouiller les rapports de l'Assemblée nationale dans lesquels des fois il y a des listes en annexe de toutes les personnes qui ont été auditionnées dans le cadre de la rédaction du rapport.
Et donc l'idée, ça a été de lister toutes ces lignes. Et malheureusement, ce n'était pas facile de les traiter automatiquement. Donc on a fait appel à l'intelligence collective. On a sollicité l'aide des internautes. Et il y a 3000 personnes qui nous ont aidés en une dizaine de jours à recenser 50 000 auditions, en sachant que tel organisme avait été auditionné avec telle personne et telle fonction. Ce qui nous a permis ensuite de représenter ces résultats et de savoir, d'avoir une idée par thème, par sujet, quels organismes étaient les plus entendus à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il s'agissait plutôt des lobbies? Est-ce qu'il s'agissait plutôt du secteur public? En moyenne, en général, on montrait qu'il y avait 45% des auditionnés qui venaient du secteur public. Mais ensuite, suivant les thèmes, par exemple sur les questions d'Internet, on avait noté que le secteur privé était surreprésenté. Donc tout ça, en fait, nous a fait prendre conscience qu'il y a moyen de faire d'énormes choses pour alimenter le débat démocratique et pour enrichir la démocratie en utilisant des données, en utilisant des informations publiques. Le problème, c'est que souvent, ces données, justement, ne sont pas publiques ou ne sont pas formatées de manière à ce qu'on puisse les réutiliser. C'est tout l'enjeu de l'open data et c'est pour ça qu'on a commencé à essayer de défendre un peu la question en France, qui était un sujet naissant. Personnellement, avant de me lancer dans un regard citoyen, je n'avais jamais entendu parler d'open data, en fait. J'ai découvert la question et on a découvert en fait que c'est un standard, enfin, c'est quelque chose qui est en cours de développement et qui vient pas uniquement, comme l'a expliqué Monsieur Naudet, des administrations et de la ville de Washington, mais qui est en général même un mouvement qu'on appelle grassroots, c'est-à-dire qui vient de la base. Ça vient pas du haut vers le bas, mais de la base, des citoyens vers les élus. Et pour faire remonter et essayer d'enrichir comme ça ce dialogue. Donc pour ça, les standards qui ont été établis par les différentes organisations à l'international, que ce soit la Sunlight Foundation aux États-Unis ou l'Open Knowledge Foundation en Angleterre, ont été de respecter certains principes de base qui consistent, de manière générale, à lever toute barrière à la réutilisation des données. Ces barrières, elles peuvent être de différents types. On peut avoir des barrières financières, donc le fait de faire payer les données, c'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de données de l'INSEE, de l'IGN. Ce qui paraît assez fou, parce que pouvoir réutiliser les informations cartographiques sur la France, ça paraît une information publique qui devrait être accessible à tout citoyen et pour pouvoir en retirer de nouvelles choses. L'autre type de barrière, c'est les barrières juridiques. Pendant longtemps en France, on avait une instance qui existe toujours d'ailleurs, qui poussait des licences qui cherchaient à empêcher tout usage commercial des données, ce qui est un véritable frein à l'innovation et au développement de petites entreprises qui pourraient essayer de proposer de nouveaux services, par exemple sur les transports en commun. À Rennes, suite à la sortie de leurs données, il y a énormément d'applications pour arriver à trouver son vélo, trouver son métro, savoir dans quelle minute passe à quelle station le prochain bus, ce genre d'application. Et donc pour ça, il faut respecter un principe simple qui est l'utilisation de licences libres, au même titre que les licences libres venues du monde du logiciel libre, c'est-à-dire des licences qui permettent le libre accès, la libre réutilisation, la libre redistribution et la libre modification des données, pour pouvoir les enrichir avec d'autres données, pour pouvoir les republier et pour pouvoir ainsi alimenter un cercle vertueux de la réutilisation où d'autres personnes vont pouvoir elles aussi se saisir des données et les réutiliser. Enfin, la dernière barrière qui convient de lever absolument, il consiste à la barrière technique, c'est-à-dire l'usage de formats ouverts. J'ai noté que, contrairement à d'habitude, Monsieur Naudet n'a pas employé le terme de format ouvert tout à l'heure, mais le terme de format facilement accessible et réutilisable. Oui, mais c'est important parce que le format ouvert est un terme qui est défini clairement. Vous pouvez chercher, il y a énormément de définitions du terme sur Internet. Elles sont toutes très claires. Il s'agit de respecter certaines définitions et une publication claire de toutes les conditions d'utilisation du format. Donc ces formats... Excusez-moi. Oui, ces formats ouverts. Notamment, donc, c'est pas par exemple des formats qui seraient propriétaires, c'est-à-dire qui appartiendraient à une seule compagnie et qui seraient susceptibles de poursuivre en justice les utilisateurs du format pour empêcher leur utilisation. Ça a été le cas notamment de Microsoft avec les fichiers Excel. Les fichiers Excel ne sont pas des formats ouverts. À une époque, quand OpenOffice s'est développé, Microsoft a poursuivi OpenOffice pour lui interdire de pouvoir lire les formats Excel. Donc voilà, ce sont les trois barrières qui sont essentielles qu'il est essentiel de s'affranchir. Et nous espérons que la sortie prochaine de data.gouv.fr confirmera le respect de toutes ces levées de barrières. Pour l'instant, on a notamment la levée de la gratuité et des problèmes juridiques qui ont effectivement été levés. Un dernier point, pour rebondir sur ce que disait Madame Bélier, effectivement, ça n'est pas tout.
On sait qu'à l'heure actuelle, il n'y aura pas sur data.gouv.fr évidemment toutes les données. De toute façon, ça prendra du temps et c'est certain qu'il n'y aura pas tout dans un premier temps. Mais surtout, comme je disais tout à l'heure, il y a certains organismes qui, par définition légale, n'ont pas vocation à se retrouver parmi ces données. Ça comprend par exemple les données parlementaires. Ce qui, nous, à Regard Citoyen, on utilise des données parlementaires au quotidien. Et à l'heure actuelle, la loi CADA de 1978 exclut les données parlementaires comme les données judiciaires et d'autres données du cadre d'ouverture des données. Ça, Benjamin, c'est la séparation des pouvoirs. C'est la constitution de la Ve République. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais je vais finir. Oui. Au-delà de ces données-là, il y a aussi dans la loi CADA d'autres données qui sont exclues, et notamment les données des délégations de services publics. Typiquement, à Paris, on n'a pas le droit d'utiliser les données du Vélib, parce que JCDecaux s'est approprié les données de la ville de Paris sur ce sujet et interdit toute réutilisation et a fait fermer toute application mobile qui permettait d'utiliser les données du Vélib pour ne laisser en place que la sienne. Donc, et un dernier type de données qui mériterait d'être ouvert, ce sont tout ce qui concerne les EPIC, qui sont les établissements publics à intérêt commercial, et donc notamment ce que je disais tout à l'heure, l'IGN, Météo France, etc. Justement, sur le format ouvert, Mélanie est sans doute pour moi une des meilleures spécialistes, j'allais dire, à la fois open data, open content, open source, en fait, open whatever, en quelque sorte. Justement, quelle réaction à tout ce qui s'est dit, puisque je te voyais vraiment trépigner en disant prêt à sauter. Hein, ouais. Comment vous sursautiez tout à l'heure oui, c'est pour ça, les données parlementaires. Donc effectivement, vas-y, qu'est-ce qui t'a fait ainsi réagir sur ces logiques d'open Merci. Vas-y. C'est bon normalement. Merci beaucoup Benoît, merci pour l'organisation de cette table ronde. Je suis très contente en fait de parler en dernier parce que beaucoup de choses que j'envisageais de présenter ont déjà été dites, notamment en termes de démocratie, de transparence, d'accès donc qui sont renforcés par l'accès aux données publiques et à la réutilisation. Je voudrais juste compléter les bénéfices. Donc, Séverin Naudet, vous avez parlé donc des gains économiques. On a aussi beaucoup parlé des gains en matière de transparence politique, mais je voudrais aussi parler des bénéfices pour la société en général en termes d'accès à la culture, à l'éducation, à la connaissance, puisque les données publiques peuvent être aussi utilisées pour la recherche. Donc voilà, je voulais juste ajouter ce point. Et donc en fait, on a bien compris qu'on avait besoin pour donc faciliter cet accès et cette réutilisation des données publiques. On a besoin de deux choses très importantes. Premièrement, des outils. Alors, tout d'abord, une infrastructure technique. Donc, c'est ce que vous avez développé avec Etalab, et une infrastructure juridique dont Benjamin a élégamment rappelé tous les principes de base. Donc je voudrais résumer en accès ouvert, gratuit, libre, sans discrimination. Et c'est vraiment important, notamment on ne doit pas discriminer les entreprises, puisqu'il y avait eu certaines licences qui réservaient les utilisations commerciales, mais bon, je ne vais pas rappeler pourquoi, mais il a été démontré que ça n'est pas le chemin à prendre, et je me réjouis du fait que la licence d'Etalab n'est pas réservée les utilisations commerciales, mais également dans cette infrastructure technique et juridique, il faut que les licences soient ouvertes et interopérables. Également, donc, au-delà des outils techniques et juridiques, il faut, et ça a été dit plusieurs fois, une volonté politique. Et la première question qui m'était venue à l'esprit, et Sandrine Bélier donc l'a demandé à plusieurs reprises, c'est donc la manière dont vous allez réussir ce challenge pour peupler Etalab. Puisque bon, il n'y a pas de loi qui forcerait toutes les administrations, tous les
les établissements publics, toutes les collectivités locales à enrichir la base. On peut le regretter sur un plan théorique, mais sur un plan pratique, on sait très bien que ce ne serait pas faisable, parce qu'il faudrait déjà que les données, déjà donner les moyens aux collectivités, aux établissements de le faire, puisque bon, peut-être qu'ici on a l'impression que toutes les données sont accessibles dans un format ouvert, sont déjà numérisées, mais ça n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un projet de loi, ou alors au niveau de la directive Public Sector Information, donc comme vous l'avez rappelé, qui va être révisée, d'inciter ou de contraindre toutes les données, la mise à disposition gratuite en ligne de toutes les données qui ont été produites et numérisées avec un financement public. Ça pourrait être un moyen d'inciter les collectivités ou les établissements publics, ou même les établissements privés ou les associations qui ont bénéficié d'un financement de l'État, à, de manière automatique, une fois que ça a été produit, mis en ligne, que le format ouvert existe, à immédiatement basculer vers étalable. Est-ce que ce ne serait pas une disposition qui vous faciliterait grandement la vie? Parce que je ne sais pas comment vous allez réussir à motiver les troupes. C'est vraiment... Oui, on a vraiment envie de vous aider. Puis ensuite peut-être de notre parlementaire. Il y a eu beaucoup de sujets quand même évoqués là. Je vais essayer de balayer très vite. Pour résumer, est-ce qu'il faut punir, est-ce qu'il faut punir pour pouvoir accéder aux données? Non, mais je ne crois pas que ça soit la question de punir. Je pense qu'effectivement, il y a des dispositions à prendre pour qu'il y ait une automatisation, un automatisme de la mise à disposition de l'information publique. C'est normal. Vous le disiez, c'est vrai. L'accès à l'information publique, finalement, c'est l'égalité des chances. Donc c'est le cœur de la démocratie. Juste quand même dire, on n'a pas juste développé un outil, on a décidé qu'il n'y aurait plus aucune redevance pour des données publiques et des informations publiques. En clair, on ne vend plus les données publiques à partir du 1er juillet de cette année. On a ensuite publié la licence française qui met fin, je le dis, qui met fin à l'ensemble des autres licences gratuites qui effectivement présentaient tout un tas de restrictions. Donc vous avez raison de le rappeler, mais c'est du passé. Et je crois que tout le monde s'en est félicité, au moins sur ce point. Mais Benjamin le rappelait. S'agissant du sujet des formats ouverts, je peux le redire, formats ouverts, il faut des formats ouverts. C'est écrit, ça a été dit, ça a été rappelé et par le porte-parole du gouvernement en Conseil des ministres à la rentrée. Oui, il faut des formats ouverts. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, je crois que l'administration française, État et collectivités devraient fonctionner sur de l'open source et pas sur du logiciel propriétaire. Le logiciel, c'est très bien pour le marché. Le logiciel, c'est important parce que ça crée de l'innovation, ça crée de l'activité, ça crée de la richesse. On est encore dans une économie de marché. Mais les administrations, de mon point de vue, devraient fonctionner avec des logiciels libres. Simplement... c'est vrai, des associations comme Regard Citoyen ont fait un travail formidable pour évangéliser sur l'open data. Mais nous avons pris nos responsabilités, mais on ne peut pas faire tout de suite, et on ne peut pas demander tout de suite. Ça fait des années que l'ensemble des administrations travaillent dans différents formats. On en a parlé aussi dans les précédentes tables rondes, en utilisant des systèmes d'information qui ne sont pas tous les mêmes. Évidemment, il faut les rationaliser, et ça fera faire des économies extraordinaires au budget de l'État et des collectivités territoriales. Mais on ne va pas
pas, en un claquement de doigts, dans 15 jours, mettre l'ensemble des données publiques dans des formats ouverts non propriétaires en ligne. C'est pas vrai, c'est impossible. Ça n'aurait pas de sens de penser ça, ni même d'imaginer le faire. Ça coûterait d'ailleurs une fortune, parce qu'il faudrait faire changer aux données, les faire changer de format pour les 3/4 d'entre elles. Bon. Donc vous savez comme moi que pour commencer, il y a des centaines de millions de données publiques qui sont aujourd'hui en PDF. Donc on commence, c'est une première étape. C'est une première étape ambitieuse parce qu'il y aura sur data.gouv.fr énormément de bases de données au mois de décembre, dans des formats réutilisables. Et ça, je pense que c'est l'essentiel. Il faut tendre à avoir le plus de CSV, de formats libres, ouverts et non propriétaires. Je rappelle quand même que à peu près 95% du parc informatique français utilise Microsoft. Et l'open data, c'est aussi la réutilisation. Et Microsoft n'a jamais dit qu'ils attaqueraient en justice les utilisateurs de données publiques. Ça serait un comble, d'ailleurs, alors que Microsoft s'est engagé dans l'open data. Donc, le principe de l'open data, c'est bien que les gens puissent majoritairement, massivement réutiliser les données. Je ne sais pas si tous les gens ici sont des geeks absolus qui savent se servir parfaitement d'un CSV et reconstituer des données agrégées à partir d'un CSV. Moi, je sais pas toujours mon cas. Tous les formats non propriétaires, je sais pas toujours m'en servir. En revanche, ce qui est vrai, c'est que sur la plupart des ordinateurs et chez moi à la maison, j'ai de l'open source, mais j'ai aussi Excel, et que quand j'ouvre un fichier, j'arrive plus facilement à m'en servir avec un fichier Excel que parfois avec voilà. Donc, mais un CSV, vous pouvez l'ouvrir dans Excel, alors qu'un fichier Excel, vous pouvez pas l'ouvrir dans un terminal. Ouais. Donc c'est un sujet technique qui prendra des années, qu'il faut engager. C'est écrit noir sur blanc dans la circulaire qu'a signée le Premier ministre au début de l'année, que vous connaissez, qui a décrit les formats qu'il fallait utiliser, qui sont des formats ouverts et libres. Et donc on est sur un chantier de long terme. Et oui, bien sûr, il faut faire évoluer le droit et les droits des citoyens à l'accès à l'information. Et ça, c'est les prochaines étapes législatives. Député Tardif, justement, oui, prochaine étape législative. Très rapidement, je crois que depuis ce matin, on a parlé beaucoup de volonté politique. C'était le cas dans la table ronde auparavant avec Fleur Pellerin, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Inciter, contraindre, c'est très bien, mais je crois aussi qu'il faut montrer l'exemple. Et ça vient du bas, c'est-à-dire que dans le domaine des Talab, il y a aujourd'hui des données qui sont mises en place, qui sont à disposition. Alors certes, on peut aller beaucoup plus loin, ça se fera avec le temps, mais moi je crois réellement que si des villes ou des collectivités comme Rennes ou d'autres montrent l'exemple que derrière des entreprises mettent en place des applications, demain, moi j'habite Annecy, peut-être qu'effectivement les citoyens vont dire attendez, regardez ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on n'a pas possibilité de le faire? Et quelque part, sans même contraindre, les choses devront se faire parce qu'il y aura eu l'exemple. Moi, je vous prends sur un sujet que je connais bien, sur les débats parlementaires, on a la même problématique. Avant, tout ça était opaque, etc., alors que les données, globalement, sont disponibles. Alors, elles ne sont pas dans le bon format, il y a des barrières, il y a des problèmes de format. On passe tout de même 3/4 du temps on est d'accord. Oui, mais aujourd'hui, à faire ce travail de préparation. On est d'accord, mais quand même, moi, quand j'ai commencé à tweeter, à passer des infos, on a parlé des 4 colonnes numériques. Ça a été une révolution, et aujourd'hui, le fonctionnement de l'Assemblée évolue, puisque j'en parlais encore avec le président de l'Assemblée nationale. À terme, avant c'était une question technique, on ne pouvait pas mettre des caméras dans toutes les commissions parce qu'on n'avait pas les canaux pour le faire, etc. Demain, on va aller vers ça de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez le compte-rendu des commissions et de l'hémicycle 2 jours après l'examen du texte. Des fois, c'était gênant parce qu'entre une commission et le passage la semaine d'après dans l'hémicycle, vous n'avez pas le temps de redéposer des amendements parce que le compte-rendu arrivait trop tard. Maintenant, avec des outils comme Twitter et d'autres outils en direct, on a l'info en direct. Et pour tous les gens qui participent au débat parlementaire, c'est une donnée fondamentale. Donc, encore une fois, il faut s'approprier les outils. Les parlementaires, on en parle beaucoup sur la campagne présidentielle 2012. Je crois que tous les débats qu'on a eus ont permis de leur faire prendre conscience qu'effectivement, sur tous ces sujets-là, il fallait qu'ils s'investissent. Nous, on a eu des formations, les parlementaires de la majorité, avec à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet, on a eu des ateliers d'élus 2.0. On a expliqué comment on met en place des comptes Twitter, du Facebook, etc. Tout ça, c'est bien, mais après, il faut l'alimenter. Il y en a beaucoup qui ont assisté à ces formations, c'est bien, mais
Voilà, la matière première, souvent c'est en commission, c'est dans l'hémicycle, c'est pas les assistants parlementaires qui peuvent alimenter. Et le problème de fond, après, c'est ça, c'est quel temps, notamment au niveau parlementaire, on accorde à ces outils pour les faire vivre et pour réellement faire participer l'ensemble des Français. Quand je vous disais la circonscription France pour ma part, comment on fait pour faire participer l'ensemble des Français à ce débat démocratique? Et je pense que là, vous pouvez mettre tous les outils que vous voulez, s'il n'y a pas cette volonté-là, au-delà de la volonté politique, bah c'est vrai que dans les débats, notamment en termes d'e-démocratie parlementaire, on aura du mal à avancer. Peut-être voir si dans la salle il y a des questions aussi, hein, puisqu'on en a également sur Internet, mais est-ce que dans la salle... J'en profite pour rappeler quand même que la France a été le premier pays d'Europe à créer le droit de réutilisation des données publiques. Un des premiers aussi à engager la riposte graduée. Enfin, je ne crois pas qu'il faille mélanger les sujets, ça n'a absolument rien à voir. Si on glissait sur le troisième sujet, qui est notamment l'identité numérique et la préservation des données personnelles, si nous pourrions très légitimement, et sur la question démocratique, faire glisser le sujet aussi sur cette question-là. Allez-y, exprimez-vous dessus. Comme ça, on va s'il n'y a pas de questions dans la salle, Sandrine Bellier, dans ce cas-là, exprimez-vous sur ce sujet, puisque c'est un des thèmes. Il y a une question là. On vous amène un micro, monsieur, tout de suite. J'aimerais savoir quand les données du répertoire Sirène entreront dans le cadre de l'open data. Excellente question. Vous parlez d'une base de données qui est aujourd'hui payante. C'est le point qu'a évoqué Benjamin tout à l'heure. Je ne vais pas honnêtement rentrer dans le détail de ce qu'est le texte aujourd'hui. Et en gros, aujourd'hui, ce qui fait l'objet de la production d'informations publiques dans le cadre d'une activité commerciale d'un établissement public à caractère industriel et commercial est aujourd'hui en dehors du champ de la loi de 78 et donc n'est pas considéré à proprement parler comme une donnée publique, sauf quand il s'agit des données de fonctionnement et de gestion de l'établissement ou de celui qui est dépositaire d'une délégation de service public. Ce qui est évident, et vous avez raison à travers cette question et à travers ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut faire évoluer ce champ. Et que aujourd'hui, et franchement, je m'en réjouis, parce que évidemment, là où Regard Citoyen était là bien avant tout le monde, je pense aussi avoir été un des premiers à m'engager sur ce sujet. Je me réjouis qu'il maintenant il y ait un grand débat sur l'open data qui passionne tout le monde. C'était pas encore le cas il y a 10 mois. Donc je suis ravi qu'on pose sur la table les questions du champ et de ce qui doit devenir une donnée publique ou pas. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça menace des équilibres financiers? Je vous rappelle quand même qu'on est dans une situation budgétaire compliquée, ça n'a échappé à personne, et qu'il y a un certain nombre d'établissements publics à caractère industriel et commerciaux en France dont une partie des ressources propres sont cette vente d'une partie de leurs données dans le cadre de leur activité. Si elles étaient rendues gratuites, qui est quelque chose qui se discute, il faudrait bien compenser cette perte de ressources par une dotation budgétaire supplémentaire, c'est-à-dire par de la dépense publique supplémentaire. Alors on peut prendre, et il faudra prendre à un moment ou à un autre au cas par cas, pour se demander si c'est légitime, si c'est dans le cadre du service public, et que donc ça doit être une donnée publique, gratuite, librement accessible, ou pas. Moi, je suis très content qu'on commence à avoir ce débat. Je pense que ce débat va se nourrir dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a la limite d'un texte bientôt qui se présentera, donc il y aura un débat parlementaire. Ça permettra de répondre à ces questions. Voilà. Mais je le redis, c'est pas juste des mots, c'est pas juste... On a l'air de dénigrer ce qu'on appelle la volonté politique. Non, on est en train de le faire, de commencer à le faire. Et c'est aujourd'hui une des initiatives dans le monde, et ça sera quand data.gouv.fr sera en ligne, une des plus belles initiatives d'open data dans les grandes démocraties du monde en France. Justement, on parle de texte. Je crois que c'est la semaine prochaine que la Commission européenne présente la révision de sa directive Open Data et donc information publique. Sandrine Bellier, vous êtes au Parlement européen. Est-ce que vous avez poussé justement toutes vos idées à ce moment-là pour que justement les États puissent contraindre un peu plus, ou est-ce que vous attendez quelque chose justement ce texte européen qui arrive la semaine prochaine?
Oui, on pousse. On sait que la Commission n'ira pas assez loin. Pour nous, c'est généralement le cas, elle ne va pas assez loin. Et ça s'intègre dans une dynamique, je le disais, beaucoup plus globale. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à saucissonner les principales questions. La semaine dernière, on votait au Parlement européen une résolution sur la neutralité du net, relevant notamment dans les enjeux liés à la neutralité du net, tant l'importance que celle-ci a en termes commerciaux, économiques, de nouvelle économie, c'est-à-dire de notre capacité de passer notamment d'une économie industrielle à une économie du savoir, et de la nécessité de concilier l'ensemble de l'ouverture du net avec le respect de principales libertés fondamentales. Et j'ai ce troisième volet qui est assez indissociable, c'est-à-dire l'ouverture totale du net et le net libre suppose aussi qu'on ait un certain nombre de mesures en capacité de préserver, pour le coup, les données privées, la vie privée des internautes, etc. Sur les positions qui sont celles aujourd'hui des écologistes au Parlement européen, et notamment sur toutes les questions liées à l'open data, il y a un certain nombre de choses qui ont été énoncées, et notamment, si je devais en citer qu'une, c'est vrai on parlait des logiciels libres, c'est un combat au sein du Parlement européen pour qu'on soit en capacité de sortir et pouvoir utiliser les logiciels libres, ne serait-ce que sur les postes informatiques de l'ensemble des membres du Parlement européen. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça va même plus loin, puisqu'en fait nous sommes sous Microsoft, mais nous ne pouvons pas utiliser les logiciels libres. Et sur l'accès aux données, c'est ce qui était évoqué à partir du moment où des données ont été financées par des financements publics. Je vais vous donner au moins 2 conditions, et où je pense que là, pour moi, c'est pas négociable. À partir du moment où des données ont été financées par des financements publics, et d'autre part que ces données sont constitutives de l'évolution et sont réalisées ou peuvent participer au sens commun, au droit commun, à l'intérêt général, c'est-à-dire qu'elles touchent à la possibilité de renforcer l'éducation, de renforcer la recherche, de renforcer l'accès à la santé, etc., etc. Pour nous, ça fait partie, je vais le résumer comme ça, de ce qu'on doit considérer comme les biens communs, et donc qui doivent sortir du champ de la marchandisation pour pouvoir être exploités au maximum dans l'intérêt de l'ensemble des populations. Vous parlez précis, on dit la même chose, hein, donc vous parlez précisément de quoi? Parce que moi, j'aimerais savoir ce que vous proposez concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez au Parlement européen par rapport à ce que la Commission européenne et ce que Neelie Kroes a proposé régulièrement dans la construction de la nouvelle directive, et de quelle base de données, de quel établissement public vous parlez en France, et de quelles données payantes vous voudriez rendre gratuites. C'est intéressant pour le débat de savoir quelles sont vos propositions de ce point de vue-là. Lesquelles? Je vais laisser la parole. Je vais donner un seul exemple, les données notamment produites par les universités. Oui, moi j'ai tout à fait bien compris, peut-être parce qu'on a la même culture des biens communs, ou je ne sais pas, en fait, ce qu'on propose toutes les deux, c'est que les données qui sont produites, dont la production et ou la numérisation sont financées sur les deniers publics, pourrait être donc inclus dans un majoritairement mandat de mise en aujourd'hui. ligne. Oui, mais vous voyez la différence. Ce serait une disposition contraignante qui inclurait une obligation dans la directive de mettre en ligne dans un délai de X semaines, etc. Avoir dans un décret les données dont la production ou la numérisation ont été obtenues par des financements publics. Je crois que c'est assez simple. Je comprends ça très bien. Je voudrais simplement, et pour moi c'est intéressant, puisque c'est moi qui mène cette politique publique. Non, mais j'aimerais qu'on nous fasse des propositions concrètes. Le débat est extrêmement intéressant. Qu'on nous fasse des propositions concrètes. Elles sont en open source sur le site des eurodéputés écologistes en du open Parlement. Data, vous voulez dire. Pardon, oui. Non, disons que vous pouvez y accéder librement.
on va terminer là-dessus. La position des écologistes, vous pouvez y accéder librement et dans le détail sur le site des eurodéputés d'Europe Écologie, Les Verts au Parlement européen. Ça aurait été intéressant de nous le faire partager. Merci Là, beaucoup. en 3 minutes, je pense que ça va être difficile. Un ou deux exemples phares auraient pu suffire à alimenter le débat. Merci beaucoup à tous et à toutes de ce débat qui a été assez, on va dire, ouvert, puisque je pense qu'on a été un débat open. Et sans doute, rendez-vous peut-être d'ici 15 jours pour effectivement la sortie de data.gouv.fr, puisque je crois que c'est un sujet que tout le monde attend, d'après du moins à la fois ce qui tournait sur Internet et les débats dans cette salle. Et je peux profiter pour poser une dernière question à ça va être difficile parce qu'on a une autre table ronde. Je suis désolé, Julien. Est-ce que il faut que la réponse soit oui ou non alors. Ouais, est-ce que les rumeurs disant que la sortie sera pour le web le 7 décembre sont confirmées ou pas? Donc c'est oui ou c'est non? Je ne sais pas ce que disent les rumeurs. Un scoop. Donc on ne saura pas. Alors on va passer à la prochaine table ronde sur les campagnes digitales de l'élection présidentielle. On peut applaudir nos panélistes. Merci pour eux.